Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Toujours en bagnole, toujours de bonne humeur pour vous faire part de mes pensées et réflexions économiques au regard des difficultés de compréhension assez générales finalement qu'on constate de façon quotidienne. Je voulais qu'on échange sur la loi de l'offre et de la demande. C'est une loi assez basique, binaire, que tout le monde connaît bien, même intuitivement, qu'on comprend. Cela dit, il me semble que sa traduction dans la politique économique, notamment via Keynes, le keynésianisme, et l'opposition, les fortes différences qu'on constate par rapport aux penseurs économiques classiques et libéraux, a fortiori, c'est un écart, c'est une différence qui me semble devoir être expliquée de façon non pas superficielle et descriptive, mais véritablement explicative, c'est-à-dire en allant chercher la racine de l'incompréhension et de la distorsion en fait entre l'analyse, l'approche keynésienne et l'approche classique, néoclassique et libérale. Voilà. Alors, l'offre et la demande, il me semble que on peut l'expliquer par rapport à la neurobiologie, et c'est mon approche un peu originale de ce matin et je voulais vous en faire part. J'ai découvert assez récemment des travaux d'un scientifique qui s'appelle Sébastien Boller, qui travaille un peu sur l'orientation climatologique, climatique, l'urgence climatique, etc. Et sa thèse, c'est de dire si nous n'arrivons pas, malgré toutes les analyses, les études scientifiques qui montrent que globalement, on va avoir un pic énergétique qu'on est déjà probablement en train de passer sur le pétrole, qu'on va avoir des difficultés liées au climat, différents problèmes qui sont liés finalement à la surexploitation de certaines ressources, avec un impact des externalités sur la nature, etc. Vous connaissez très bien ça, je ne vais pas m'attendre là-dessus. Eh bien, si malgré toute notre connaissance, on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des mécanismes neurobiologiques du cerveau qui font que, on n'y arrive pas. Alors, il explique ça par la structuration du cerveau, en deux grandes parties qui lui semblent assez importantes, même si elles ne sont pas exclusives des autres, mais elles sont pilotes, motrices en fait dans notre activité quotidienne et aussi de long terme. Et c'est la distinction entre le striatum et le cortex singulaire antérieur. Alors le striatum, ce que je vous conseille de faire, c'est, même si c'est pas forcément hyper simple, c'est d'aller voir dans Zygote Body. Zygote Body, c'est l'entreprise qui a récupéré Google Body. Alors je ne sais pas si c'est la même compagnie, in fine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement bien fait parce que vous visualisez le corps humain en 3D. Et vous partez du cerveau jusqu'à la peau, aux cheveux, à l'enveloppe, et donc vous avez tout un dégradé en fait. Vous allez voir où je vais en venir. Et donc pour visualiser le striatum qui est composé de différentes parties, mais bon ça il a vraiment une forme très caractéristique, vous allez voir qu'en fait le cerveau c'est ces différentes couches qui se sont surimposées les unes par rapport aux autres, qui se sont enveloppées les unes par rapport aux autres, et vraiment on a l'impression que quand on va à la base du cerveau, vous savez tout ce qui est hypothalamus, etc., vraiment le cœur du cerveau, là, ce qui est vraiment au milieu du cerveau en fait, et qui est encore inférieur au striatum, parce que le striatum vient recouvrir tout ça, et là c'est quasiment, on dirait un cerveau d'insecte en fait. Vous avez vraiment vous n'avez pas du tout la texture, le visuel d'un cerveau humain en fait. Vous avez vraiment un cerveau d'insecte, on dirait le cerveau d'une abeille quoi. Et alors au-dessus vous avez le striatum qui vient envelopper cette partie qui est glandulaire, etc., avec l'hypothalamus machin. Vous avez le striatum qui vient envelopper tout ça, et donc lui il dit regardez en fait au niveau du corps humain, déjà tous les organes ont une fonction, et donc s'ils sont là c'est qu'il y a une très bonne raison pour ça, et donc plus l'organe apparaît disons précocement dans notre développement, et in fine se retrouve comme un nœud dans notre organisme adulte, comme un nexus en fait dans notre organisme adulte. Et bon, il n'y a pas qu'au niveau du cerveau, il y a dans tout un tas d'organes, et au final même au niveau du corps humain dans son ensemble qu'on retrouve cette structuration.
Vous savez que vous avez, je fais une petite parenthèse au niveau de l'embryologie, vous avez un stade de l'embryon qui s'appelle le nœud de Hansen, où en gros nous sommes un plutéus, c'est-à-dire une étoile de mer en fait. Et finalement, un peu comme un arbre, vous voyez, dont les ramifications, la ramification primaire du tronc par rapport aux premières grosses branches, vous la retrouvez à peu près de façon comment dire, cohérente et selon le même dessin, selon les mêmes angles des branches entre elles, au niveau de la dernière ramification des toutes petites branches et des tout petits bourgeons. Donc tout est cohérent en fait, le dessin est cohérent. Au niveau du corps humain, c'est un petit peu c'est un peu la même structuration, la même façon de faire, c'est-à-dire que nous sommes à un moment donné un plutéus, c'est-à-dire une étoile de mer, un échinoderne. Et cette structuration en 5 branches, on va le retrouver ensuite dans les 5 feuillets du cœur, dans les 5 feuillets intestinaux, etc. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant de voir que il faut avoir une approche aussi holistique du corps humain, parce que ça permet comment dire, d'aller toucher les relations des organes entre eux. Bon. Je ne m'étends pas plus là-dessus, mais en gros, tout ce qui est, il faut tenir compte de ce qui arrive précocement dans le développement et de ce qui est inscrit, même si c'est moins visible à l'âge adulte, ce qui est inscrit vraiment au cœur de notre développement. Et ce premier cerveau primaire qui est enveloppé d'un striatum, c'est vraiment le cœur de notre fonctionnement, de notre software en fait, de ce qui nous fait bouger, de ce qui nous fait agir et comment on agit. Voilà. Alors ce qu'il explique donc, c'est que le striatum, qui est un organe primaire, je dirais, qui arrive très précocement dans notre cerveau et dans notre organisme, c'est un organe finalement qui va chapeauter un peu toutes les fonctions, je dirais, autonomes, c'est-à-dire digestives, respiratoires, etc. Et qui va avoir une fonction un peu de coordination, mais de coordination extrêmement basique, c'est-à-dire que le striatum, c'est lui qui va gouverner nos besoins essentiels, primaires, et je dirais presque de primates, hein, finalement, quand on y réfléchit bien, c'est-à-dire la nourriture, se gaver, le pouvoir, l'argent, en gros aujourd'hui, le sexe, le fait aussi de faire les choses avec économie, voire paresse. Voilà, donc vous avez ces grandes fonctions. Et puis aussi la recherche d'informations, la recherche de signaux dans l'environnement, voilà. BFM TV, voilà, en gros. Se gaver d'infos, Netflix, bon bref, voilà tout ça. Ça, c'est nos besoins primaires. Alors, c'est des besoins qui s'expliquent extrêmement facilement par notre développement, notre survie à travers les millions d'années qui ont permis de constituer l'être humain. Où en gros, quand il chopait un mammouth, il fallait qu'il le bouffe le plus vite possible et en plus grosse quantité possible, parce que déjà, il n'était pas sûr qu'on n'allait pas venir lui prendre son mammouth, et ensuite, il n'était pas sûr que ça pourrirait pas assez rapidement, et voilà. Bref, donc tout ce qu'il avait à se mettre sous la dent, il fallait qu'il l'ingurgite le plus vite possible. Bon bref, et cela est valable avec quasiment toutes les fonctions. La fonction de pouvoir, évidemment, ça vous permettait d'avoir une vie plus sécure, plus garantie, voilà, d'avoir de meilleures chances de survie, de reproduction, bref. Voilà. Donc le striatum, c'est vraiment cette partie du cerveau qui gouverne ces fonctions primaires. Et alors, ce qui est très intéressant, quand vous allez voir dans Zygote Body, vous rajoutez une couche dans le cerveau, juste vraiment très légèrement. Et alors là, même si c'est plus difficile à voir, parce que vous allez avoir une plissure désormais un peu plus caractéristique des plissures, des plis du cerveau qu'on connaît tous, hein, dans ce schéma, ce visuel du cerveau qu'on a tous en tête. Et vous allez avoir une grosse plissure en fait qui va venir recouvrir. Vous avez deux grosses plissures qui vont venir recouvrir, cingler, hein, c'est pour ça qu'on appelle ce cortex le cortex singulaire, qui va venir cingler en fait comment dire, le striatum notamment, bref ce cerveau un peu primaire, et il va venir se loger au milieu en fait du striatum, parce que le striatum c'est un organe qui va avoir qui est dual en fait, qui est bicéphale, et au milieu va venir se loger notamment ce cortex singulaire, qui va venir en fait coiffer par le centre le striatum.
Voilà. Et ce cortex singulaire est excessivement important parce que c'est en gros le cortex du long terme, des valeurs, de la morale, de la réflexion. Voilà, je vous la fais rapidement, mais en gros, c'est l'organe qui va dire ok, c'est bien de se gaver, de se reproduire dans tous les sens, etc. Mais il faut aussi que tu t'organises, mon pote. Voilà. C'est un peu la zone du cerveau qui a permis à l'être humain de développer des sociétés complexes, néolithiques, sédentaires, où il faut faire confiance aux gens, il faut avoir une certaine récurrence dans les comportements humains, sociaux, etc. pour pouvoir justement faire confiance aux gens. C'est un peu la zone du cerveau qu'on pourrait dire être affectée au capital social. Voilà. Au capital social et à la morale, grosso modo. Après, vous avez le lobe préfrontal qui, lui, va aller vraiment dans l'abstraction, etc. Mais on n'est pas encore là. Voilà. Donc, en gros, le cortex singulaire vient coiffer, mais non pas remplacer, le striatum. Et ça, c'est très important, très intéressant en fait de le visualiser. Parce qu'après, bon, Sébastien Boller nous détaille ce qu'on sait tous finalement, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à être des gros bourrins au niveau de l'espèce humaine, c'est-à-dire à régler les problèmes qu'une fois qui sont devenus quasiment insolubles et qui s'imposent à nous. Et bon voilà, qu'en gros on pense surtout au court terme, voilà. Bon, voilà. Et puis bon, il appelle de ses voeux à avoir une sorte de nouvelle morale qui serait orientée vers la nature, mère nature. Ça fait un peu penser au culte de Gaïa, enfin vous voyez, c'est la terre-mère, tout ça. Bon, pourquoi pas, j'y crois pas trop, mais bref. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est surtout la visualisation biologique, neurobiologique de fonctions importantes au niveau de nos activités humaines individuelles et collectives. Et voilà, ça me semble vraiment important. Alors, petite parenthèse quand même, il me semble que dans son approche, vous avez un biais, c'est-à-dire ce biais qu'on retrouve assez classiquement chez les matérialistes, qui consiste à dire, alors vous serez sûrement pas d'accord, peut-être pas d'accord, c'est pas dans l'air du temps en tout cas, enfin en tout cas mon approche, mon objection à ce que je vais dire. Aujourd'hui on considère que en gros c'est l'organe qui fait la fonction, hein, on dit en gros voilà, il y a un striatum donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, si vous vous reportez aux travaux de René Thom qui commencent déjà à être assez anciens, hein, donc normalement connus, normalement je dis bien. René Thom, c'est quand même un mathématicien éminent qui a eu la médaille Fields sur ses travaux, notamment sur la théorie du chaos et sur voilà, la schématisation, la géométrisation de tout ça, sur les formes récurrentes en fait qu'on peut apercevoir dans les atypies des schémas, la théorie du chaos, hein, pour résumer. Ça fait un peu joli, ça fait un peu étiquette publicitaire, théorie du chaos, parce que c'est plus compliqué que ça, mais enfin bon bref, voilà, vous voyez ce que ça recoupe. Et René Thom, je vous conseille d'ailleurs sa lecture, c'est super intéressant. Il explique que c'est la fonction qui précède la forme, c'est la fonction qui précède la forme et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'avec Sébastien Boller, on a l'impression que c'est la forme qui précède la fonction. C'est stupide. Comme si votre cerveau était comme ça, arrivé par hasard, et que maintenant, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Et voilà. Alors on pouvait, en gros, son idée, c'est de dire, utilisez un peu plus votre cortex singulaire, un peu moins votre striatum, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'ils sont là et c'est comme ça que ça se passe. Non. S'ils sont là de cette façon-là, c'est parce que ça a recoupé des fonctions qui se sont révélées au fur et à mesure. La fonction précède la forme et pas l'inverse. De la même façon que l'information précède la matière. On va du plus simple au plus complexe. C'est pas la matière qui précède l'information. L'information, c'est extrêmement simple. L'information, c'est un bit. 0, 1, c'est tout. Et regardez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui avec juste des 0 et des 1 en informatique. Voilà, c'est extrêmement binaire. Le software, c'est extrêmement binaire, c'est des suites de 0 et de 1. Okay, alors que le hardware, pour faire un Mac, pour que Apple fasse un Mac, c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Il faut des ressources, il faut les métaux, il faut la matière grise évidemment, enfin voilà, ça n'a rien à voir. L'information précède la matière et la fonction précède la forme, et ça c'est très important de le comprendre parce que comment dire, puisque nous allons du plus simple au plus complexe, nous pouvons nous attendre aussi à ce que
notre cerveau ou nos cerveaux extérieurs, c'est-à-dire les cerveaux externalisés que nous nous sommes créés via l'informatique, nous permettent de monter en complexité et donc de se concrétiser, de s'incarner dans de nouvelles formes. Voilà. Et ça, nous verrons bien. Alors, quel est le rapport avec l'économie? Après cette très longue introduction, je m'en excuse, introduction neurobiologique, mais quand même importante, c'est que finalement, quand vous regardez cette structuration, vous comprenez pourquoi la demande en économie est toujours potentiellement infinie. Et ça, c'est quelque chose de très important, il me semble, à saisir, c'est que ce pourquoi les keynésiens privilégient les politiques de la demande, c'est qu'ils se disent les gens vont se maîtriser, vont se limiter eux-mêmes, etc. Ça va bien se passer en gros. Sauf que ça se passe pas comme ça. Le striatum, quand il n'est pas chapeauté par le cortex singulaire, le striatum a tendance à être pleinement débridé. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, les niveaux d'obésité, la pornographie, l'argent roi, etc. Tout ça, franchement, extrêmement peu régulé, parce que finalement, on a fait disjoncter notre cortex singulaire. Notre cortex singulaire, en gros, aujourd'hui, il sert à nous faire de la technique compliquée, qui nous garantit une aisance de vie, une facilité de vie, etc. Mais en gros, on ne croit plus en la morale. On ne croit plus en la morale, on ne croit plus en toutes ces activités et ces valeurs très peu objectivables. Je pense ce pourquoi on n'y croit plus trop. Aussi parce que évidemment on en a moins besoin, parce que aujourd'hui notre technologie nous permet de moins vivre en sociabilité, et la morale a moins tendance à être un critère de survie des sociétés. Donc on a laissé un peu tomber ça, tout est relatif, tout se vaut, donc il n'y a plus de morale, il n'y a plus de bien, de mal, de juste, d'injuste, pourquoi se limiter, pourquoi se maîtriser, etc. Tout est chaos, donc laissons faire le chaos du striatum, voilà, la pornographie, la bouffe, voilà, c'est débridé, ça part dans tous les sens, tout est chaotique, donc de toute façon ayons une vie chaotique, puisque tout se finit dans le noir complet. Voilà, il n'y a aucun sens à tout ça. Quel est le sens à faire des efforts sur son cortex singulaire? Aucun. Non, ça n'a aucun sens, tout est relatif. Donc le cortex singulaire qui se charge de nous faire des iPhones toujours plus puissants, des voitures toujours plus agréables et confortables à conduire, etc. Et puis on lui demande pas plus, quoi. Voilà. En gros, c'est un peu ça le préposé aujourd'hui, la fonction de nos sociétés. Il est finalement logique qu'on ait les comportements actuels. Bon, et bien donc dans une société où on laisse faire le striatum et où le cortex singulaire est relégué à sa pure portion technique, je dirais, eh bien il est normal, extrêmement logique que la demande soit infinie. Voilà, et ce qui va limiter la demande, c'est l'offre. Voilà. Donc il est stupide de faire une politique de la demande parce qu'elle va créer plus de problèmes qu'elle ne va en résoudre. Exemple, si je donne demain 1 million, vous savez, on parle du chèque, du revenu universel, hein, voilà, les chèques alimentaires, l'inflation, tout ça c'est des préfigurations du revenu universel, c'est-à-dire donner de l'argent à des personnes, qu'elles travaillent ou pas, voilà, elles auront, je sais pas moi, 1500 € par mois, tout le monde, voilà, tout le temps, tout le monde, sans travailler, sans condition, peu importe, tout le monde a son revenu universel, voilà. Voilà. Alors ça, il me semble que c'est quand même quelque chose qui est possible avec la société d'abondance, mais comme on commence à atteindre les limites physiques du pétrole, la société d'abondance, ça va commencer à se rabougrir, hein. Donc je me demande combien de temps ça va durer cette histoire. Bon, on verra bien. Mais en gros, prenez la logique du revenu universel. Pourquoi se limiter à 1500 €? Pourquoi ne pas donner aux gens, puisque finalement l'argent ne compte pas, etc. Pourquoi ne pas donner 1 million d'euros chaque mois aux personnes? Pourquoi pas, après tout? Pourquoi on se limiterait à 1500 €? C'est injuste de se limiter à 1500 €. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on peut faire avec plus que 1500 €, avec 1 million,
complètement injuste. Il est très facile de créer aujourd'hui de façon informatique 1 million plutôt que 1500. Il suffit de taper des chiffres différents sur la bécane informatique pour permettre à tout le monde d'être en l'aisance et l'abondance. Donc admettons, vous donnez 1 million par mois aux gens. Eh bien je peux vous dire que la demande de Porsche ou de Ferrari ou de que sais-je va exploser. D'accord? Ça va exploser. Donc tout le monde va vouloir se mettre à conduire des Ferrari, des Porsche, des voitures de luxe, avoir des piscines dans tous les sens, etc. Donc la demande, vous allez voir, est potentiellement infinie. Elle ne s'arrête pas d'elle-même. D'accord? Vous voyez bien, de toute façon, les personnes riches, et il en faut toujours plus. Donc une fois que vous êtes équipé en Ferrari, en piscine, etc., vous voulez votre jet privé. Et puis ensuite vous voulez aller dans l'espace. Bon bref. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais pour faire une Porsche, pour acheter une Porsche avec 1 million qu'on crée avec de la fausse monnaie, c'est facile en effet. Mais sauf que les gars, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés qui doivent créer la Porsche en question, je peux vous dire qu'ils galèrent les mecs. Ça se fait pas comme ça une Porsche. Donc il faut les métaux, il faut les ressources, il faut le savoir-faire à travers le monde entier. Ensuite il faut assembler tout ça. Enfin c'est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Donc vous voyez bien que là le facteur limitant c'est pas la demande, c'est l'offre. C'est l'offre. Et donc on revient, si on prend un peu de recul au niveau macroéconomique et global, c'est exactement la même chose avec le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on consomme ce pétrole, etc. En abondance. On donne des chèques inflation, des chèques carburant aux gens. Et donc les gens continuent à en acheter comme si de rien n'était, comme si les prix n'avaient pas augmenté, puisque finalement on limite artificiellement à la baisse les prix à la pompe. Donc vous avez une demande qui est entretenue artificiellement, et par contre l'offre, elle est toujours la même. Elle est toujours la même. En plus, vous avez des producteurs de pétrole qui regardent comment on baisse les prix artificiellement. Donc les mecs se disent, attends, on va pas se casser la tête à produire plus, alors que les mecs limitent le prix à la baisse artificiellement. En gros, ils nous mettent une cartouche. Pourquoi on leur ferait plaisir en produisant plus? Donc ils produisent pas plus. Donc voilà, l'offre elle est limitée et la demande elle est dopée. Elle flambe à cause de ces politiques keynésiennes de création d'artificialisation finalement de la demande, qui va in fine créer une pénurie et des flambées des prix beaucoup plus importantes que si on n'avait pas eu cette artificialisation de la demande et ces chèques dans tous les sens. Voilà. Alors on peut toujours imaginer des chèques vraiment sur la population congrue des personnes qui ont extrêmement besoin de leur voiture pour aller travailler, vraiment pour la vie de base, la nécessité pure. On pourrait très bien imaginer que les actifs pauvres en gros qui sont vraiment impactés, qui en gros finissent par perdre de l'argent parce qu'ils doivent se déplacer en voiture beaucoup pour aller travailler, pour faire leur activité professionnelle et qui de fait sont mis en difficulté à cause de l'augmentation des prix. Bon, eux on peut imaginer qu'ils soient un petit peu soutenus, mais le reste non. Quand vous filez un chèque carburant à des dizaines de millions de personnes, non, ça ne peut qu'augmenter le problème à moyen terme. Donc la demande est potentiellement toujours infinie et seule l'offre la limite. Et c'est la raison pour laquelle il me semble les keynésiens ont largement tort par rapport aux classiques et aux libéraux. Les libéraux voient l'homme tel qu'il est, il me semble, ils sont beaucoup plus réalistes, ils font de l'économie réaliste, c'est-à-dire qu'ils voient l'homme tel qu'il est, l'homme ne se limite pas, la demande ne se limite pas d'elle-même, pas en tout cas dans une société d'abondance, et donc il faut laisser l'offre se faire, la contrainte de l'offre se faire, et plus tôt elle se fait, mieux c'est. Voilà. Alors, il ne faut pas dire pour autant que les keynésiens ont tout le temps et nécessairement tort. Keynes c'était quelqu'un de très intelligent, c'était un bourgeois qui voilà, avait en plus des connaissances étendues, notamment aussi au niveau artistique, etc. Donc c'était vraiment quand même quelqu'un d'éminent. Et il
faut toujours se replacer finalement dans la doctrine keynésienne originelle, je dirais, même si elle a été largement dévoyée ensuite et jusqu'à aujourd'hui avec la théorie monétaire moderne, hein, qui n'a rien de moderne. En gros, ça consiste juste à faire ce que l'humanité fait depuis des milliers d'années, c'est-à-dire s'endetter de façon inconsidérée, s'endetter de façon complètement inconsidérée jusqu'à faire faillite. Voilà, hein. Et après, c'est le grand raout, voilà, on remet les dettes et puis on repart comme avant, quoi. Donc ça, on le faisait, les juifs de l'Antiquité le faisaient, vous voyez, ça n'a rien de nouveau. Quand la théorie monétaire moderne n'a rien de moderne. Bon, bref. Mais le keynésianisme, lui, donc, disait simplement une chose, il disait qu'à un moment donné, quand on est à court de liquidité, il faut la réinjecter, la liquidité. Et la monnaie, c'est comment dire, la fonction de l'État, et prioritairement, bon, même si aujourd'hui il y a des monnaies alternatives, mais grosso modo, celui qui tient l'armée, qui tient la sécurité, tient aussi la monnaie. Voilà, ça va de pair. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent la sécurité, c'est les États. C'est eux qui ont gagné ce marché de la sécurité. Marché libre et non faussé. Donc, quand il y a une crise de liquidité, quand en gros le corps économique manque de sang, eh ben, il faut le réinjecter, il faut l'injecter ce sang, ok, sinon il va crever. Donc et ça, c'est la fonction de l'État. Donc l'État doit à un moment donné relancer, c'est-à-dire s'endetter un peu, remettre un peu de liquidité dans le système pour que les gens, pour que ce corps puisse continuer, recommencer que ce cœur batte comme il faut et que ce corps puisse se mouvoir et faire tout ce qu'il doit faire comme il faut. Voilà. Mais ça, c'est temporaire et c'est le temps que ça reparte, en gros. Hein. C'est un peu la thérapie de choc, quoi. Hein. C'est pas la thérapie du FMI qui consiste à, en gros, faire à anémier le corps économique, à faire des, vous savez, quand on ouvrait au Moyen-Âge ou même pendant la Renaissance et jusqu'à très tard, hein, sous Louis XIV, on faisait ça. On faisait des incises et on disait la personne est malade, donc or le sang est très important, donc si on enlève du sang malade, la personne ira mieux. Bah non, sauf qu'on on faisait des saignées et on enlevait du sang et bah non, ça allait pas mieux parce que forcément si vous aviez moins de sang, il y avait un peu moins, tout fonctionnait un peu moins bien, voilà, et jusqu'à ce que la personne meure si vous faisiez trop de saignées. Aujourd'hui le FMI c'est un peu ça, hein. Donc vous avez intérêt à avoir les reins solides pour sortir d'une thérapie de choc du FMI. Mais en même temps il y a un juste milieu à faire aussi, un keynésianisme complètement débridé, c'est-à-dire une relance systématique sur l'endettement qui crée de l'inflation, voilà, en dopant la demande, sauf que l'offre suit pas, elle suit pas, voilà. Aujourd'hui vous aurez beau donner de l'argent aux gens pour qu'ils aillent faire leur plein à la pompe, il n'y aura pas beaucoup plus de pétrole pour autant, et il y en aura peut-être un peu moins parce que justement vous allez fausser l'information des prix. Voilà. Donc la demande est toujours potentiellement infinie et seule l'offre la limite. Donc il faut d'abord s'intéresser à l'offre et comment marche l'offre et comment adapter l'offre, non pas à la demande, mais comment optimiser l'emploi de ressources pour que la demande s'y ajuste sans trop de conflits sociaux, de risques sociaux et voilà, que ça n'ajoute pas plus de problèmes que ça n'en résout. Mais je dirais donc que les libéraux et les classiques, en se focalisant essentiellement sur l'offre, ont raison par rapport aux keynésiens. Je dirais que le taux de niveau de vérité, comme parlait Grothendieck, vous savez, Grothendieck c'est un mathématicien un peu atypique français, qui dans ses écrits disait jamais c'est toujours vrai ou faux, noir ou blanc. Il y a toujours, c'est en fait la vérité et l'erreur, c'est toujours un niveau de gris en fait. Alors plus ou moins gris, mais quand même. Donc il parlait toujours des niveaux de vérité, du degré de vérité que vous avez dans une affirmation, dans une assertion. Voilà. En tout cas dans ce bas monde, voilà, rien n'est toujours tout blanc ou tout noir. Dans ce bas monde physique, qui n'est pas le monde métaphysique. Donc tout ça pour dire qu'il me semble que les libéraux ont raison peut-être à 90 ou 95% par rapport aux keynésiens. Ce qui veut dire que les keynésiens ont quand même raison dans 5 ou 10% des cas. Mais grosso modo, aujourd'hui c'est le rapport inverse qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on dit
on fait du keynésianisme à 90% et puis le reste, l'offre, on voit un peu quand on a quelque chose qui traîne et quand on a un peu le temps, en gros, on s'occupe de l'offre. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, sur le pétrole par exemple, et pour revenir sur cet exemple, il faudrait écouter les producteurs. Écoutez simplement les producteurs. Écoutez, vous avez besoin de quoi, de qui, etc. Et ils vous diraient simplement, arrêtez d'intervenir sur les prix. Laissez les prix faire. Laissez le price discovery se faire. Il faut que le marché oscille, soit volatile, etc. Mais c'est la preuve que le marché est vivant et que le marché est en phase de transition importante et qu'il doit trouver un nouvel équilibre. Et entre deux équilibres, plus ou moins durables et stables, eh bien, il y a forcément un moment où c'est un peu instable. C'est un peu comme la décohérence en physique. Quand vous passez de l'eau à la vapeur ou de la glace à l'eau liquide, vous avez une période d'instabilité. Voilà, mais ça, c'est inévitable. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise, clairement, et on fait tout pour, en gros, fausser l'information relative à cette crise. Et in fine, vous avez aussi, vu que vous faussez l'information, vous faussez aussi la matière, l'incarnation de cette information, et vous faussez un peu l'ensemble du système, quoi, hein. Et in fine, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous faussez aussi, enfin vous désoptimisez le système. Vous perdez des ressources pour rien. Vous perdez des ressources et perdez de l'énergie, vous perdez du temps par rapport à un système qui aura été optimisé, par rapport à un système qui aurait bien compris la juste nature des choses et la juste place des choses par rapport à l'offre et la demande. Donc voilà, c'était, je pensais, quand même assez intéressant de discuter avec vous concernant cette distorsion entre offre et demande et sa traduction un peu neurobiologique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes non seulement keynésiens au niveau économique, très largement et de façon excessive, exubérante, mais aussi il me semble que voilà, nous utilisons beaucoup trop notre striatum par rapport à notre cortex singulaire. Alors j'avoue que dans une société d'abondance, c'est très difficile de faire preuve de cortex singulaire et pas de striatum, parce que tout est à disposition, tout est facile, etc. Et ce sont des instincts primaires. Donc assez difficile à juguler. Cela dit, mettez-vous bien en tête que nous changeons de monde, que notre monde devient non linéaire, que les contraintes s'exercent de plus en plus sur notre monde et sur notre pays en plus, parce que la France se trouve dans une situation encore plus difficile, je pense, que les autres pays occidentaux, à cause de son manque de démocratie notamment. Et il me semble important que vous puissiez vous pencher sur ces questions du cortex singulaire, de la morale, en gros, hein, parce que pour moi la morale c'est ce qu'on appelle un peu la gratification différée, hein, c'est un peu ça tout simplement, hein, c'est-à-dire on va faire des efforts maintenant, on va se contraindre maintenant pour gagner plus ensuite, individuellement mais aussi collectivement. Si on gagne plus collectivement, on va gagner plus aussi individuellement. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique, c'est chacun pour soi. On a des bulles dans tous les sens parce que tout le monde est avide, etc. Bon, je fais pas une analyse à deux balles, hein, je suis désolé, voilà, mais c'est quand même ce vers quoi nous sommes orientés depuis des décennies. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est pas parce que c'est ce qui a été fait depuis des décennies que c'est ce qui va se passer encore dans les décennies qui viennent. Il ne faut pas faire preuve de ce biais psychologique qui consiste à se dire, ce qui est le biais d'habitude tout simplement, qui consiste à se dire ceci a été vrai pendant un long moment, donc ceci va continuer à être vrai pendant un long moment. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Voilà. Et je pense qu'on est à cette transition, à ce carrefour où on commence à se dire, on devrait en tout cas commencer à se dire, ceci a été vrai pendant un long moment, donc il n'est pas du tout nécessaire que ceci continue à être vrai pendant un long moment. Je pense à l'immobilier, je pense à l'augmentation de la production de pétrole, hein. Vous savez que le pic pétrolier des pétroles conventionnels a été atteint en 2008 et que depuis 2018 nous avons probablement aussi atteint le pic pétrolier, tout pétrole confondu, hein, conventionnel et non conventionnel, schiste, etc.
Alors même si c'est un plateau qui peut-être va être retrouvé après le Covid en 2023. À 2022, j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même quelques difficultés de production au Venezuela, en Iran, etc. Il y a encore Nigeria aussi. Bref. Mais il est possible qu'en 2023, avec les flambées des prix du pétrole, du baril, les producteurs s'y remettent quand même définitivement et qu'on retrouve le plateau 2018-2019. Possible, mais pas sûr. Voilà. Bon, bref, mais en tout cas, on atteindra peut-être le niveau 2018, mais on ne le dépassera pas. Donc le pic, on y est déjà. Voilà. Donc dans cet univers contraint, écoutez, utilisez votre cortex singulaire, faites du réseau, n'oubliez pas que la morale ça compte, même pour avoir une vie qui a du sens. Et écoutez, passez une excellente journée. Je vous retrouve bientôt, on fera un point sur l'immobilier, je pense. Allez, salut!